En Floride, le mois dernier, un juge de Tampa a reconnu Rodney O'Neal coupable du meurtre de sa compagne et de sa jeune fille, ainsi que du meurtre de son propre fils. Ce dernier, alors âgé de 8 ans, avait été poignardé et grièvement blessé par son père, puis brûlé par l'incendie que ce dernier avait déclenché. Une tragédie inattendue a coûté la vie à la petite Kiki, laissant derrière elle un silence glaçant et un souvenir obsédant qui perdurera à jamais. Suivez avec nous l'histoire de Kiki. Le 18 mars 2018 dans la ville de Riverview. En Floride, à quelques minutes de minuit, un appel d'urgence est parvenu au centre de répartition du 911 du comté de Hillsborough. À l'autre bout de la ligne, on entendait la respiration affolée d'une femme, mêlée à des cris désespérés appelant à l'aide, au cœur du chaos. What's the address of your I'm shot. Help me, please. What's your address? Help me, please. He shot me. Where? En arrière-plan de l'appel, perçant le tumulte, la voix d'un homme était audible tantôt proche, tantôt lointaine. Puis, soudainement, le téléopérateur l'a entendu crier de panique. « Elle m'a fait mal, elle m'a fait mal !» Ma'am, hello? Ma'am. Right now, come out here and help me kill it. Now! Le téléopérateur n'a pu relever qu'une partie de l'adresse avant que l'appel ne s'interrompe brusquement. Au bout de 4 minutes, immédiatement, des adjoints du bureau du shérif du comté de Hillsborough ont été dépêchés vers une résidence située au 13 248 Pike Lake Drive, alors que les patrouilles se précipitaient dans la nuit pluvieuse. D'autres appels ont commencé à affluer cette fois de la part de voisins, qui signalaient eux aussi avoir entendu des cris provenant de la maison. Hello, 911. What is your emergency? Yes, my neighbor is beating up his girlfriend next door. La femme qui avait passé l'appel a fui en état de panique vers la maison d'un voisin, frappant à la porte et suppliant qu'on lui vienne en aide. Juste derrière elle, un homme est apparu, tenant un objet dangereux qui semblait être une arme. Le chaos a alors éclaté, les voisins ont crié pour appeler la police, tandis que la femme tentait de s'échapper, ses appels à l'aide résonnant dans le quartier habituellement paisible de Riverview. 911, what is your emergency? Hey, I just been attacked by some white demons inside Kiki. Kiki, her name is Kiki, and she tried to kill me. What's the address? Huh? Un homme a par la suite déclaré aux enquêteurs qu'il avait vu l'agresseur immobiliser la femme et la maltraiter à plusieurs reprises à l'aide d'un objet inhabituel. James Gray, le voisin d'à côté, a expliqué avoir été tiré de son sommeil par des cris particulièrement violents. Lorsqu'il a regardé par sa porte, il a aperçu un homme maintenant une femme au sol sur le perron avant, et celle-ci semblait inconsciente. James a immédiatement demandé à sa fiancée d'appeler le 911. Lorsqu'elle a regardé à l'extérieur, elle a reconnu l'homme Ronnie O'Neal. James est alors sorti, tentant d'intervenir. Avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit, O'Neal s'est retourné et a crié « Elle m'a fait mal! Elle m'a fait mal! » La voix remplie de panique. Il a ensuite relâché la femme et est retourné à l'intérieur de la maison. À 23h49, les adjoints sont arrivés sur les lieux et ont trouvé la femme étendue, inconsciente, sur la pelouse avant. Les ambulanciers ont rapidement confirmé qu'elle ne présentait aucun signe de vie. Alors que l'attention des forces de l'ordre se portait sur la maison, des flammes ont commencé à se propager à l'intérieur et une épaisse fumée s'échappait des fenêtres. Lorsque les adjoints se sont approchés, la porte du garage s'est ouverte et Ronnie O'Neal est sorti en marchant vers eux. Les agents lui ont ordonné de s'arrêter et de se mettre au sol, mais il a ignoré leurs injonctions. Les adjoints ont finalement utilisé un dispositif de neutralisation électronique pour le maîtriser et le placer en sécurité dans un véhicule de patrouille. À l'intérieur de la voiture, il est devenu agité, criant que Kiki était malveillante et que les enfants étaient possédés, tandis que les pompiers pénétraient dans la maison en flammes.
Un jeune garçon est sorti en titubant, présentant des blessures visibles et des vêtements partiellement brûlés. Un détective a ensuite indiqué que le torse de l'enfant montrait des signes de traumatisme grave, laissant entendre qu'il avait subi une agression violente. D'une voix faible, le garçon a murmuré « Mon père, c'est que a fait du mal à ma maman. » Quelques instants plus tard, il s'est effondré. Un pompier a finalement réussi à pénétrer à l'intérieur, progressant en rampant le long du mur et se guidant avec les mains, tant la fumée était épaisse et l'empêchait de voir devant lui. Soudain, il a glissé et est tombé au sol, où se trouvaient des traces suspectes et des débris calcinés éparpillés. En tendant lentement la main, il a alors touché de manière inattendue un petit corps, celui d'une jeune fille, gravement touchée par l'incendie et présentant de très lourdes blessures. Il l'a portée à l'extérieur et l'a déposée au sol, tandis qu'un autre pompier accourait pour lui prêter assistance. Les blessures étaient d'une telle gravité que son apparence avait été profondément altérée. Au même moment, le détective Mike Blair se rendait en urgence sur les lieux. Fort de nombreuses années dans les forces de l'ordre et de centaines d'affaires traitées, il ignorait encore que celle-ci allait bouleverser sa vie à jamais. À son arrivée, le garçon de 7 ans, Ronnie O'Neill Jr., était héliporté vers l'hôpital dans un état critique et le personnel médical indiquait que ses chances de survie étaient très faibles. Selon les enquêteurs, l'enfant souffrait de blessures graves, tandis que 2 membres de sa famille étaient décédés, sa mère, Kenyatta Kiki Barron, âgée de 33 ans, et sa sœur, Ron Nevaeh O'Neill, âgée de 9 ans, affectueusement appelée Nia. L'homme interpellé et conduit au commissariat était Ronnie O'Neill III, Kiki. 33 ans, était sa compagne intermittente. Nia et Ronnie Jr. étaient leurs 2 enfants. D'après les conclusions du médecin légiste, Kiki avait subi de multiples agressions et avait également été affecté par l'incendie, ce qui a entraîné des traumatismes étendus. Nia, âgée de 9 ans, a elle aussi subi des blessures graves et des atteintes liées au feu. Les enquêteurs ont établi qu'O'Neill avait agressé son propre fils avant de déclencher l'incendie, provoquant la propagation de la fumée et des flammes dans la maison. Vers 4 heures du matin, O'Neill a fait l'objet de son premier interrogatoire de police. Il a été placé en détention sans possibilité de libération sous caution, tandis que les enquêteurs s'efforçaient de déterminer précisément ce qui s'était produit cette nuit-là. Tout au long de l'entretien, O'Neill s'exprimait de manière désorganisée et vague et ne semblait pas pleinement conscient de la situation. Il était incapable d'indiquer la date et paraissait désorienté face à des questions élémentaires, comme celle de savoir s'il avait des frères ou des sœurs. Selon les éléments de son parcours, O'Neill avait auparavant participé au programme de formation des officiers de réserve ROTC et occupé divers emplois de courte durée, notamment comme chauffeur routier et employé dans un centre d'arcade. En 2010, il s'est impliqué auprès d'un groupe connu sous le nom de BIC, une organisation locale de proximité œuvrant dans des quartiers défavorisés, axée sur le mentorat et l'accompagnement de jeunes à risque. Sur la base de ce que les autorités ont entendu dans les appels au 911 et des témoignages recueillis, les enquêteurs disposaient d'éléments suffisants pour engager des poursuites contre O'Neill, tout en espérant qu'il accepterait de coopérer davantage lors des interrogatoires. De retour sur Pike Lake Drive, le quartier avait été bouclé et placé sous le statut de scène de crime active. Kiki Barron, dont le nom légal était Kenyatta Barron, avait récemment repris ses études en s'inscrivant au Hillsborough Community College, dans l'objectif de stabiliser sa vie et de construire un avenir meilleur pour ses enfants. Son fils, Ronnie Jr., a déclaré aux enquêteurs que sa mère était la meilleure, rappelant qu'elle disait toujours à ses enfants combien elle était fière d'eux et qu'elle passait du temps à jouer avec eux, notamment en tapant dans un ballon de football dans le jardin. Après des années de difficultés, Kiki a décidé de mettre fin à sa relation avec O'Neill. Toutefois, contre son meilleur jugement, elle l'a autorisé à rester dans la maison pendant quelques mois, espérant qu'il parviendrait à se reconstruire. Nia, âgée de 9 ans, était née prématurément et vivait avec l'autisme et une paralysie cérébrale. Elle ne pouvait ni marcher ni parler,
utilisait un fauteuil roulant et communiquait à l'aide de quelques signes de la main qu'elle avait appris. Son jeune frère, Ronnie Jr., avait appris la langue des signes afin de pouvoir communiquer avec elle. Ronnie a indiqué que Nia était souvent remarquée à l'école pour son attitude positive. Elle était joyeuse, faisait de son mieux et n'abandonnait jamais. Elle aimait les biscuits Oreo, les vêtements et boucles d'oreilles colorées, et portait un nœud différent dans les cheveux chaque jour de la semaine. Malgré ses difficultés, Nia souriait toujours et apportait de la joie à son entourage. Le détective Mike Blair a poursuivi la collecte d'informations. Père de 5 enfants, il a déclaré que chaque aspect de cette affaire pesait lourdement sur lui. Aucune formation ne prépare réellement à ce genre de situation, a-t-il confié. Malgré de graves complications médicales, Ronnie, âgé de 7 ans, a survécu après une prise en charge d'urgence prolongée. Il a subi plusieurs interventions chirurgicales, souffrait d'une respiration affaiblie et nécessitait un équipement médical ainsi qu'une nutrition spécialisée pour rester en vie. Lorsque le détective Blair lui a rendu visite à l'hôpital, il a vu le jeune garçon allongé calmement dans son lit, pris en charge avec attention par le personnel médical. La respiration superficielle. Blair a lancé un film pour enfants. Et à cet instant, lorsque Ronnie a lentement ouvert les yeux et esquissé un faible sourire, Blair a déclaré que c'était un moment qu'il n'oublierait jamais. Un garçon de 8 ans de Riverview a raconté aux policiers avoir vu son père tirer sur sa mère et que cette femme et une petite fille sont maintenant décédées. Salut Kiss, bonsoir. En ce moment, les gens du quartier sont vraiment sous le choc. Ils se demandent ce qui s'est passé dans cette maison pour que quelqu'un craque, prenne des vies et s'en prenne même à de jeunes enfants. C'est terrible. Et ce n'est pas tout. C'est juste ici, chez moi. On est tout prêt. Erika Worthy n'arrive pas à y croire. Elle nous a dit que ça lui semblait hier que Kenyatta Barone aidait son fils en maths. Je suis vraiment désolé pour le petit Ronnie, parce que quand il sortira de là, il sera traumatisé. Les policiers nous ont aussi dit avoir trouvé un homme nommé Ronnie O'Neill ce soir à l'intérieur de la maison, qui sentait l'essence. Ils ont dû utiliser un taser pour le maîtriser. Les voisins ont entendu la scène horrible. On dirait que c'est exactement ça. C'est ce que je pensais. C'était comme un crash, mais j'imagine que c'était comme un coup de feu. Pour l'instant, c'est un coup dur pour toute la famille. Vraiment, je crois qu'on n'arrive pas à comprendre. Son voisin dit qu'il ne savait rien de sa vie privée, mais qu'il avait été témoin de moments de tension entre O'Neill et Barone. Dehors, c'était comme s'il pleuvait des cordes, et même la femme de Schiano, elle était là, sur le toit du magasin, à hurler après sa femme, et moi, j'étais en train de péter un câble. Après la fusillade, les adjoints du shérif disent qu'O'Neill a tenté d'incendier la maison. Ils ont dû utiliser des pistolets à impulsion électrique pour le maîtriser. On le voit ici en prison. Ou, si les adjoints parviennent à leur fin, il restera très longtemps. Elle aimait ses enfants. Elle faisait tout son possible. Elle s'en occupait bien. C'était la meilleure des mères. Elle était adorable. Un amour. Une vraie personne. Lorsque Ronnie a été suffisamment rétabli pour pouvoir parler, les enquêteurs l'ont interrogé avec délicatesse au sujet de cette nuit-là. Et il leur a raconté tout ce que sa jeune mémoire était encore en mesure de retenir.
Le dernier souvenir de Ronnie était celui d'un masque médical posé sur son visage. Puis, à son réveil, il se trouvait à l'hôpital. L'enquête a par la suite révélé que cette affaire ne s'était pas déclenchée en une seule nuit. Mais quel était l'aboutissement d'un long cycle de conflits familiaux persistants? Selon les rapports de police, Kenyatta Kiki Barron avait appelé le 911 à de multiples reprises au fil des années alors qu'elle vivait avec Ronnie O'Neill III. Leurs disputes étaient fréquentes et portaient le plus souvent sur des questions d'argent ainsi que sur le manque de respect d'O'Neill envers les biens personnels de Kiki. À de nombreuses reprises, celle-ci lui a demandé de quitter le domicile, mais il a refusé. Et les situations dégénéraient souvent en altercations intenses. Un incident consigné dans les dossiers s'est produit lorsque O'Neill a pris la voiture de Kiki sans son autorisation. Lorsqu'elle l'a confronté, il a lancé un objet dur contre le pare-brise et a déclaré « Si je ne peux pas la conduire, alors personne ne le pourra ». La police est intervenue, mais l'incident a été classé comme un trouble mineur, ne remplissant pas les critères pour des poursuites pénales. Kiki a signé des documents en vue d'engager une action en justice, mais ne les a finalement pas déposés auprès du tribunal. Les archives publiques indiquent que O'Neill présentait un long historique de problèmes judiciaires, comprenant notamment des infractions liées à l'usage illégal de substances, à la conduite sans permis valide et à des faits de tromperie financière. Les rapports d'enquête précisent également que, dans les mois précédant la tragédie, O'Neill avait été impliqué dans un incident dangereux impliquant un dispositif explosif, auquel il avait survécu de justesse. À la suite de cet événement, des membres de sa famille ont refusé de l'héberger, et il est retourné au domicile de Kiki pour y chercher un refuge temporaire. Depuis son lit d'hôpital, Ronnie, âgé de 7 ans, a confié aux enquêteurs que ses parents se disputaient au sujet de Dieu et de la religion peu avant que la tragédie ne se produise. Tandis que O'Neill attendait ses comparutions devant la justice, Ronnie est resté hospitalisé, confronté à un long parcours de soins et de rééducation. Il a enduré des procédures audiologiques douloureuses et des séances quotidiennes de kinésithérapie, mais, de manière remarquable, il gagnait lentement en force jour après jour. Une personne était presque toujours présente à son chevet, le détective Mike Blair, bien que Blair n'ait été initialement chargé que d'un rôle limité dans l'affaire. Il ne parvenait pas à cesser de penser à Ronnie, à ce que l'enfant avait traversé et à ce que son avenir pourrait être. Un collègue lui a mentionné que Ronnie était un grand amateur de football américain. Blair a alors contacté quelques connaissances au sein des Tampa Bay Buccaneers, espérant qu'ils puissent envoyer au garçon un petit cadeau, simplement quelque chose pour lui redonner le sourire. L'équipe est allée bien au-delà de cette attente. Elle a envoyé un maillot dédicacé et a même proposé de rendre visite à Ronnie à l'hôpital. Ce jour-là, alors que Blair s'apprêtait à quitter la chambre, Ronnie a tendu la main, a saisi la sienne et a demandé doucement « Tu regarderas un film avec moi ». Blair devait bientôt prendre son service, mais il lui a promis de revenir. En quittant l'hôpital, il a appelé son épouse, Danielle, et ensemble, ils sont revenus s'asseoir auprès de Ronnie pour regarder Power Rangers. Un tuteur légal a été désigné pour veiller sur Ronnie, qui a été placé au sein d'une famille d'accueil. Il a continué à se rendre régulièrement à l'hôpital pour des soins de suivi. Et le détective Mike Blair prenait soin de lui rendre visite chaque fois qu'il le pouvait, simplement pour prendre de ses nouvelles et l'encourager. Puis, lors de l'une de ses visites, Blair a compris qu'il était temps de dire un dernier au revoir. Il a dit au tuteur de Ronnie, s'il a besoin de quoi que ce soit, appelez-moi. Et cet appel est effectivement arrivé. Ronnie rencontrait des difficultés là où il vivait, et le tuteur a demandé à Blair quoi faire. Blair n'a pas hésité. Amenez-le chez moi. Avec pour seules affaires les vêtements qu'il portait, Ronnie, âgé de 7 ans, est entré dans la maison de la famille Blair. À partir de ce moment-là, sa vie a complètement changé. Parallèlement, dans une évolution distincte de l'affaire, des rapports ont confirmé que Ronnie O'Neill III, le père biologique de l'enfant, avait été inculpé de 2 chefs d'homicide volontaire au premier degré, d'un chef d'accusation pour atteinte intentionnelle grave, ainsi que d'infractions liées à l'incendie criminel et à des sévices graves sur enfants. Il a plaidé non coupable.
et les procureurs ont annoncé qu'ils demanderaient la peine maximale prévue par la loi. Avant que la procédure ne puisse se poursuivre, O'Neill a été soumis, sur décision judiciaire, à plusieurs évaluations de compétences et examens psychologiques menés par des experts médico-légaux. Après plusieurs mois d'évaluation, en octobre 2018, il a été jugé inapte à être jugé. Cette décision a profondément bouleversé la famille et les proches de Kiki Barron, qui attendaient depuis des mois que justice soit rendue. 2 mois plus tard, le tribunal a officiellement mis fin aux droits parentaux d'O'Neill à l'égard de Ronnie, ainsi que d'un autre enfant qu'il avait eu avec une autre femme. De retour au domicile des Blair, il savait que devenir famille d'accueil signifiait aussi qu'un jour, Ronnie pourrait devoir partir lorsqu'il serait confié à un foyer permanent ailleurs. Lorsque Ronnie est arrivé au domicile des Blair, il était profondément triste et désorienté. Chaque jour, il posait inlassablement les mêmes questions. Le regard empli d'incertitude. Est-ce que je vais devoir partir encore? Combien de temps puis-je rester? Combien de temps vais-je être ici? Mike et Danielle Blair ont rapidement compris qu'ils ne pourraient pas lui dire adieu. Puis, une décision déterminante a été prise, Ronnie n'irait nulle part. Il faisait désormais partie de leur famille. En juin 2019, après des évaluations supplémentaires, le tribunal a statué que Ronnie O'Neill III était apte à être jugé. Et la procédure judiciaire formelle a été programmée. 2 ans plus tard, en juin 2021, l'affaire qui s'était étendue sur plus de 3 ans a finalement débuté et a suscité une attention nationale à travers les États-Unis. O'Neill a annoncé qu'il assurerait lui-même sa défense, choisissant de se représenter sans avocat, une décision que presque tous, y compris le juge, lui ont vivement déconseillée. Le juge s'est adressé à lui de manière ferme, déclarant « Comme vous le savez, vous avez le droit de vous représenter vous-même, et vous avez également le droit d'être assisté par un avocat. Mais je dois souligner qu'il existe des risques et des inconvénients considérables à agir ainsi. Vous serez tenu aux mêmes standards professionnels qu'un avocat. » Malgré ces avertissements, O'Neill est resté inflexible. Il a soutenu que ses avocats commis d'office refusaient d'invoquer la défense dite du « Stand Your Ground », une loi de Floride qui autorise le recours à la force en légitime défense sans obligation de se retirer lorsqu'une personne estime faire face à un danger grave. Dans cette affaire toutefois, cette ligne de défense n'était applicable en aucune circonstance. Aujourd'hui, un rebondissement inattendu survient dans une affaire de meurtre brutal à Riverview. Ronnie O'Neill, accusé d'avoir tué sa compagne, leur fille, puis d'avoir tenté de tuer son fils, exige que ce dernier soit mis à l'écart de l'enquête. Gail O'Neill a écrit une lettre au juge pour demander que son fils soit retiré de l'enquête, car il se dit désormais inquiet pour son bien-être. Cela pourrait s'avérer crucial, car la nuit du drame, les enquêteurs ont rapporté que l'enfant leur avait dit « Mon père a tiré sur ma mère », ce qui signifie qu'il pourrait être un témoin clé dans cette affaire. Voici la lettre en question. Dans cette lettre adressée au juge, O'Neill affirme que l'État utilise son propre enfant comme témoin important et qu'il souhaite le protéger de tout interrogatoire par les forces de l'ordre. Il écrit être préoccupé par la santé psychologique de son fils. Il a également demandé au juge de délocaliser l'affaire hors du comté de Hillsborough afin de bénéficier d'un procès équitable. O'Neill a une audience aujourd'hui concernant des questions d'accès aux documents publics. Et bien sûr, cette lettre pourrait également être évoquée devant le juge cet après-midi. Si tel est le cas, nous vous tiendrons informés. Gail, il aurait donc agressé brutalement son propre fils et tente maintenant de le protéger. D'accord. Merci. Avery? Au tribunal, Ronnie O'Neill III élevait fréquemment la voix alors qu'il assurait lui-même sa défense, laissant transparaître une perte de sang-froid et des difficultés à maîtriser son comportement. Il parlait fort, pointait du doigt les jurés et perturbait à plusieurs reprises le déroulement de l'audience par de longues déclarations décousues. La stratégie de défense principale d'O'Neill consistait à affirmer que l'ensemble de l'affaire avait été mise en scène.
Il a accusé la police d'avoir mal géré les preuves, soutenu que les appels au 911 passés par Kiki Barron avaient été fabriqués, et affirmé que les forces de l'ordre avaient reconstitué la scène de manière inexacte afin de l'incriminer. O'Neill a également déclaré que les enquêteurs avaient influencé les déclarations de son fils Ronnie, alors âgé de 11 ans, en le poussant à suivre un récit préétabli. Selon O'Neill, l'intégralité du témoignage de l'enfant serait le résultat d'un conditionnement et de pression exercée par la police. Appelé le 911. L'accusation a commencé sa plaidoirie d'ouverture en diffusant l'appel au 911 passé par Canada Barron juste avant minuit. Pendant l'appel, on entend Barron crier et supplier pour sa vie. L'accusation affirme que Ronnie O'Neill, le troisième accusé, l'a traqué alors qu'elle se cachait de lui dans un placard de chambre. Ils se sont finalement retrouvés devant la porte de leur voisin où, selon le procureur adjoint Scott Harman, O'Neill l'a battu à mort avec un fusil de chasse. Voilà le canon, le bout du canon, sans issue, a déclaré Harman. Il a ensuite tué sa fille, qui était autiste et ne pouvait pas parler. Elle ne pouvait pas supplier pour sa vie. Les preuves vont le démontrer. J'aime mes enfants. Et les preuves vont vous prouver que toute cette affaire a été manipulée, fabriquée de toutes pièces. O'Neill, le troisième accusé, s'est défendu. Il semblait extrêmement agité, criant sur le jury tout au long de sa déclaration d'ouverture de près de 30 minutes. Elle a menacé de me tuer avec un couteau à quelques semaines seulement avant l'incident. Elle était furieuse de ma relation avec la mère de mon autre enfant. Il affirme que son fils n'est pas fiable quant aux faits, car il souffre de stress post-traumatique et que ses réponses ont été manipulées. Ce garçon a survécu et devrait témoigner contre son père au cours de cette affaire. Puis, un moment sans précédent dans l'histoire judiciaire récente s'est produit. Un garçon de 11 ans est monté à la barre des témoins, Ronnie O'Neill Jr., l'unique survivant de cette tragédie. Il était là pour témoigner contre son propre père. Et la personne qui l'interrogeait était précisément l'homme accusé dans cette affaire, Ronnie O'Neill III lui-même. Merci, c'est bon de vous voir. Vous aussi. M'avez-vous vu battre votre mère? Non. M'avez-vous vu tirer sur votre mère? Non. Mais vous avez entendu un coup de feu cette nuit-là, c'est bien ça? Oui. Et quand vous avez entendu ce coup de feu, où étiez-vous à ce moment-là, debout près de la maison? Savez-vous où votre mère a été touchée par balle? Et à quel endroit du corps vous en savez quelque chose? Non. Et vous, il y a quelques instants, je suis rentré, j'ai emmené votre sœur de sa chambre à celle de votre mère et je l'ai frappée avec une hache, c'est bien ça? Oui. Très bien, merci, très bien, bien, très bien. Et c'est l'heure de notre contre-interrogatoire. Monsieur, l'accusation aura peut-être quelques questions complémentaires à vous poser et ensuite nous aurons terminé. Après que Ronnie a terminé son témoignage, le détective Mike Blair a été appelé à la barre. Il a indiqué au jury que son épouse et lui s'occupaient désormais de Ronnie et l'élevaient comme leur propre enfant. Lorsque ce fut au tour d'O'Neill de procéder au contre-interrogatoire, il est resté silencieux pendant un long moment. Puis, il a déclaré « Merci, du fond du cœur jusqu'au sommet de ma tête. Merci pour ce que vous avez fait. Je n'ai pas d'autres questions. Votre honneur. » Blair a ensuite quitté la salle d'audience. Le comportement d'O'Neill tout au long du procès a maintenu l'ensemble des personnes présentes sous tension. Anthony Rickman, avocat chevronné spécialisé dans les procès et observateur de l'audience, a par la suite commenté « Vous assistez à un accusé poursuivi pour des faits d'une extrême gravité qui continue d'élever la voix face au jury. Sa manière de se comporter, ses déplacements, son langage corporel, ses gestes, son agitation, ses variations émotionnelles, tout cela dresse un portrait de ce qu'il est, et peut-être de ce qu'il était la nuit où cette tragédie s'est produite. » Le procès est alors entré dans sa phase finale, les plaidoiries de clôture. Il vous a montré un faux procès-verbal où ils prétendent que vous avez été battu à mort sur un lit. Vous avez parlé de M. Collier Brown, mon voisin, qui habite de l'autre côté de la rue. Mais si M. Collier Brown leur avait été utile, s'il m'avait prouvé ma culpabilité hors de tout doute raisonnable, il l'aurait appelé et comme je vous l'ai dit précédemment, vous connaîtrez la vérité lors de ce procès ou du prochain. Vous feriez mieux de partir si vous pensez que je suis là pour me moquer de vous, monsieur le juge. Bon, monsieur O'Neill,
Veuillez cesser d'utiliser un langage grossier. Ce n'est pas approprié pour une plaidoirie finale. Il a diffusé un enregistrement accéléré. Pourquoi n'a-t-il pas diffusé l'enregistrement normal pour que les gens puissent comprendre ce que disait l'appel? Objection à l'accusé. Il me pose des questions. Monsieur le juge, monsieur O'Neill, écoutez. Je vous en prie, gardez à l'esprit que ce n'est pas une attaque personnelle contre les procureurs. Veuillez concentrer vos commentaires direct sur les preuves et la loi. Après un procès qui a duré plusieurs heures, chaque déclaration, chaque élément de preuve et chaque émotion avaient été exposés au grand jour. Désormais, tout reposait entièrement entre les mains du jury. Les jurés ont quitté la salle d'audience en silence, emportant avec eux le sort d'un homme et les souvenirs douloureux d'une famille entière. Après seulement quelques heures de délibération, ils sont revenus, le visage grave. Et leur verdict, en vérité, n'a surpris personne. Coupable sur tous les chefs d'accusation, ce soir, le jury du comté de Hillsborough a reconnu Ronnie O'Neill coupable du meurtre de sa compagne, de leur fille et d'avoir failli tuer son fils. Au lieu de recevoir la peine maximale prévue par la loi, Ronnie O'Neill III a été condamné à la réclusion à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Assorti d'une peine supplémentaire de 60 ans, Carrie, la mère de Kiki, s'est levée et s'est adressée directement à lui. Elle a qualifié les actes d'O'Neill de totalement inacceptables et a déclaré que le jury avait commis une grave erreur. Les procureurs ont exprimé le même point de vue, affirmant qu'il s'agissait d'une affaire d'une gravité exceptionnelle qui justifiait la sanction la plus sévère autorisée par la loi. Deata, la sœur de Kiki, a également pris la parole, laissant transparaître une douleur et une colère évidentes. Elle a déclaré « Il a ôté la vie à une enfant en situation de handicap et à sa mère de la manière la plus cruelle qui soit. Si cela ne suffit toujours pas à mériter la peine la plus lourde possible, alors je commence sincèrement à perdre foi dans le système judiciaire. Car s'il est un cas qui justifie la sanction la plus sévère, c'est bien celui-ci. La salle d'audience est alors tombée dans un silence total. Puis, Ronnie O'Neill III s'est vu offrir la possibilité de prononcer sa dernière déclaration devant le tribunal. Concernant le premier chef d'accusation, Monsieur O'Neill, je vous déclare coupable. Je vous condamne à la prison à vie, peine minimale obligatoire sans possibilité de libération conditionnelle. Ne pouvez-vous pas vous condamner à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle? Concernant le troisième chef d'accusation, je vous condamne pour tentative de meurtre, déclaré coupable. Concernant le quatrième chef d'accusation, je vous condamne à la prison à vie. La juge Michelle Cisco a regardé directement l'accusé. Lorsque O'Neill a recommencé à élever la voix, elle l'a interrompu, ferme et maîtrisée. Lors du prononcé de la peine, la juge Michelle Cisco a déclaré « C'est moi, le pompier, quand il a témoigné, quand il a dit avoir récupéré le corps de Debbie O'Neill dans la maison, et tout ce qu'il a pu faire, c'est s'arrêter et retenir mes larmes. Parce qu'il est impossible pour quiconque doté d'un minimum de sensibilité d'avoir été témoin de ce qui s'est passé cette nuit-là, ou d'avoir vu les photos, de ne pas en être hanté à jamais. La façon dont ce désespoir et cette mort étaient insoutenables, et cet appel au 911 qui a véritablement marqué chacun d'entre nous cette nuit-là. Quand un appel a capté un cri de mort, si jamais quelqu'un veut savoir ce que c'est que d'entendre un être humain mourir, en sachant que sa mort est imminente. C'est exactement ça. Qu'est-il arrivé à cette petite rime? Je vais me concentrer sur Olivia parce qu'elle était spéciale. Personne ne la connaissait. Elle ne pouvait pas crier. Elle ne pouvait pas s'enfuir. Elle avait déjà une vie faite d'épreuves. Avec la douleur et la souffrance qu'elle a endurée cette nuit-là de votre main, indicible. La première fois que tu l'as frappée avec cette magie, et que Ronnie puisse témoigner, il n'a vu que des larmes couler du visage de sa sœur. À cet instant, l'enfant a compris. Elle a compris qu'elle était trahie de la manière la plus cruelle, la plus tragique et la plus douloureuse qu'un enfant puisse connaître. Elle était trahie par son parent, la seule personne qui aurait dû être là pour protéger ses enfants.
les aimer et les préserver du mal. Et ce fut la dernière chose que cet enfant ressentit avant de quitter ce monde, ta trahison absolument cruelle. Je vais te regarder droit dans les yeux et te dire que c'est le pire cas que j'ai jamais vu. Et j'en ai vu des horreurs. Mais ça... Après le prononcé de la peine, Ronnie O'Neill III a interjeté appel en demandant la tenue d'un nouveau procès. Mais cette requête a été rejetée. Le verdict initial a été confirmé. Les souvenirs douloureux de cette nuit de mars 2018 continuent de laisser de nombreuses personnes sans voix dès qu'ils sont évoqués. Carrie, la mère de Kiki, a déclaré que Kiki et Nia étaient la lumière de sa vie. 2 flammes éteintes bien trop tôt et de la manière la plus cruelle imaginable. La voix tremblante, elle a ajouté « Ma famille est mon souffle, et maintenant, vous m'avez forcé à respirer dans la douleur. » La vie d'une mère et de sa fille s'est achevée dans une tragédie inimaginable. Et le jeune Ronnie, l'enfant qui a survécu, porte des blessures que personne ne peut pleinement comprendre. Pourtant, même sous un ciel chargé de tempêtes, une lumière de compassion est demeurée. Ronnie O'Neill Jr. est désormais officiellement devenu Ronnie Blair, vivant avec le détective Mike Blair et son épouse. Daniel, son nouveau grand frère. Hunter a confié « C'est un enfant fort et joyeux. Il est difficile d'imaginer notre famille sans lui. » Ronnie parle de ses parents adoptifs avec un sourire doux. « Ce sont les meilleurs parents. Ils sont toujours là pour moi et m'aident à traverser toutes les épreuves. Quand je suis triste ou que j'ai besoin de parler, je sais que je peux le dire à voix haute et que les choses iront mieux. » Eddie, il aime le théâtre, les films, jouer avec le chien de la famille, nager et voyager ensemble. Grâce à l'amour de la famille Blair et à un suivi thérapeutique continu, Ronnie se reconstruit peu à peu. Le détective Mike Blair a déclaré « Quoi que l'avenir lui réserve, nous voulons que Ronnie soit libre de le poursuivre. » Lui et Daniel savent que rien ne pourra jamais remplacer ce que l'enfant a perdu. Nous lui disons que nous n'avons jamais l'intention de remplacer ses parents biologiques, a précisé Mike. Dans leur foyer, les prénoms de Kiki et de Nia sont toujours prononcés, comme une présence permanente dans leur cœur. Et chaque soir, avant de s'endormir, lorsque Ronnie se sent anxieux ou incertain, Mike lui demande doucement « Hey, tu te souviens de qui tu es ?» Ronnie sourit, parfois timidement, mais sa réponse est toujours une affirmation paisible de sa nouvelle vie. « Je suis en sécurité, je suis aimé, et je fais partie de cette famille. » L'affaire Ronnie O'Neill III n'est pas seulement un documentaire de true crime choquant qui a bouleversé la nation, elle constitue un avertissement profond sur les limites de la confiance, de l'amour et de l'indifférence de la société face aux appels à l'aide. Une seule nuit à Riverview, en Floride, a conduit à la perte de Kenyatta Kiki Barron, une mère dévouée, et de Ron Nivea Nia O'Neill, une petite fille exceptionnelle qui continuait de sourire malgré les épreuves qu'elle affrontait. Elles auraient dû être protégées. Elles auraient dû vivre en paix et non devenir les symboles d'une défaillance du système de protection de l'enfance et du silence d'une communauté. Les cris entendus cette nuit-là rappellent que la protection des enfants n'est pas uniquement la responsabilité de la police ou des tribunaux, c'est une responsabilité collective. Chacun de nous peut intervenir. Chacun de nous peut prendre la parole pour la justice. Nous devons enseigner la compassion, aider les enfants à reconnaître et à exprimer les situations de danger, et rappeler aux adultes que le silence peut entraîner des pertes encore plus lourdes que les actes répréhensibles eux-mêmes. Souvenons-nous de Kiki et de Nia, 2 petites lumières éteintes bien trop tôt, et n'oublions jamais que la justice pour les victimes commence par le courage de personnes ordinaires. Cette vidéo a été réalisée à des fins éducatives et pour sensibiliser le public aux questions de justice et de protection de l'enfance. Elle n'a pas pour objectif d'exploiter le choc ou la dimension sensationnelle des faits. Merci d'aimer, de vous abonner et d'activer les notifications pour nous rejoindre dans les prochains épisodes de Documentaire True Crime, où chaque histoire porte une voix pour la justice des enfants, pour leur protection et pour un monde où chaque enfant est en sécurité.
aimé et véritablement entendu